Voilà, donc je vais essayer de vous montrer que si effectivement le problème c'est ça, éventuellement, que bien sûr il faut répondre à cela très directement en diminuant notre consommation d'énergie fossile, peut-être comme premier élément de réponse, pour diminuer les émissions de CO2. Et puis, on en a parlé, remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Puisqu'on l'a évoqué, je voudrais dans un premier temps dire qu'une réponse qui est faite à cette importante émission de CO2, c'est la question de la capture et de la séquestration. Ça a été évoqué, je crois, par Éric Rignot, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Je serais moins optimiste qu'eux sur les perspectives en matière de capture et de séquestration. Alors, vous voyez ici, donc, on est, pour simplifier, à 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Il y a à peu près 30 gigatonnes de CO2 par an qui sont émises. Et donc, une idée, c'est développer des technologies de capture. Et puis, une fois qu'on l'a capturé, et on verra que la capture, ça c'est très très important, parce que si on veut faire de la chimie avec du CO2, comme je vais l'expliquer, il faut d'abord le capturer. Mais la séquestration est un peu plus compliquée. Alors, en gros, on pourrait déjà, parce qu'effectivement, attraper les 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère, c'est assez difficile, mais par contre, vous pouvez voir que sur les 30 gigatonnes qui sont relarguées dans l'atmosphère, il y a à peu près 10%, 3 gigatonnes, ce qui est quand même considérable, qui viendraient du secteur industriel. Donc on pourrait imaginer que dans les sites de production massive de CO2, les cimenteries, les centrales thermiques, enfin, vous voyez, la métallurgie, enfin, tout un tas de secteurs, les raffineries, tout un tas de secteurs industriels, on puisse spécifiquement mettre en place des technologies de capture. Alors, pour ces technologies de capture, il y a encore énormément de travail. Ça, c'est un domaine... En gros, moi, ce que je vais faire tout au long de mon exposé, c'est vous dire où est-ce qu'il y a de la recherche à mener, parce que, voilà, mon point de vue, c'est qu'on est très, très loin d'avoir répondu sur le plan technologique à tout un tas de défis, et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc la capture, c'est tout un tas de méthodes, je ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des technologies d'absorption. Alors ça peut être chimique ou physique, il y a beaucoup de développement autour de l'absorption chimique, c'est une réaction chimique du CO2 avec des amines pour donner des carbamates qui sont ensuite isolés, et par chauffage, on relargue le CO2 et on peut le récupérer. Mais il y a tout un tas d'autres technologies d'absorption, de cryogénie, d'utilisation de membranes qui sont basées sur des polymères ou des membranes inorganiques, et puis des systèmes biologiques. Donc il y a tout un tas de choses à développer, parce qu'on est encore très très loin des performances attendues. Ensuite, une fois qu'on a ça, l'idée c'est en gros, eh bien, on va le cacher au fond de la Terre dans différentes zones possibles. Ça peut être des champs d'hydrocarbures avec récupération assistée, ça peut être des aquifères salins profonds, ça peut être des champs d'hydrocarbures épuisés, ça peut être aussi de la séquestration dans des veines de charbon. Donc il y a beaucoup d'efforts pour évaluer quels sont ces sites et les quantités qu'on peut véritablement stocker dans ces sites. En général, ils sont rarement à côté des sites de production du CO2, donc c'est assez compliqué. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est très très loin du compte. Mon enquête mène à 13 installations dans le monde. Il y en a 9 aux USA et au Canada. Il n'y a aucun démonstrateur en Europe. Total a fermé son unité pilote à Lac en 2013. Et quand vous regardez, voilà quelques exemples d'installations, quand vous regardez les quantités de CO2 qui sont récupérées, c'est très très faible par rapport aux quantités émises par l'homme et même par le secteur industriel uniquement. Ce sont des technologies qui méritent d'être travaillées parce que pour le moment elles sont trop chères et elles ne permettent pas de stocker les quantités suffisantes. Alors donc je vais parler du CO2 autrement, plutôt que de le cacher au fond dans les entrailles de la Terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose?
Et là, je vais tomber sur la question du CO2 comme une source de carbone, et puis comme moyen de stocker les énergies renouvelables. Alors, juste un petit mot sur le stockage, parce que on parle beaucoup de développement des énergies renouvelables, mais on parle assez peu de l'implication en termes de stockage d'énergie. Un des problèmes des énergies renouvelables, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme pour la France, aussi bien pour l'énergie éolienne que l'énergie solaire sur une année, c'est évidemment la grande intermittence de ces énergies. Et ça, c'est un problème, puisqu'évidemment, tout ce qu'on ne consomme pas lorsqu'on en a en excès est perdu, et toute l'énergie électrique qui manque, eh bien, il faut la trouver ailleurs, et donc c'est un vrai problème. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur des besoins en stockage, ne serait-ce que pour un pays comme la France. Si je fais l'hypothèse qu'on a une production électrique de 547 TWh par an, c'est la valeur en 2013, que compte tenu de ce que la loi sur la transition énergétique nous indique, nous soyons à 50% d'énergie électrique fournie par le nucléaire, que la valeur pour l'hydroélectricité, biomasse et déchets, c'est l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui, il reste 193 TWh par an. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y a plus d'énergie fossile et que tout ça c'est donné par les énergies renouvelables, solaires et éoliens, eh bien, par un calcul qui inclut le fait que pendant une moitié de l'année, vous produisez plus en énergie électrique solaire ou éolien, et que soit vous le perdez, soit effectivement vous avez un stockage qui permet dans les périodes où vous n'avez pas assez de cette énergie électrique parce qu'il fait nuit, parce qu'il ne fait pas beau, parce qu'il n'y a pas de vent, etc., eh bien vous utilisez l'énergie stockée, mais s'il n'y a pas d'énergie stockée dans cette partie-là, eh bien vous êtes obligé, par exemple, d'utiliser des centrales thermiques. Eh bien, si on fait cette hypothèse-là, il faut à peu près 14 TWh par an de stockage. Quels sont les moyens de stockage qu'on a aujourd'hui et qu'on peut développer? En réalité, vous voyez que ça, c'est colossal. On ne pourra utiliser les énergies renouvelables que si on développe des énergies massivement des stratégies de stockage. Alors évidemment, il y a les barrages. En France, il y a le barrage de Grand Maison. Vous voyez, c'est 35 gigawattheures par an. C'est-à-dire que si on visait les barrages, il faudrait construire 400 barrages de Grand Maison. Et en fait, il n'y en a qu'un, et je ne crois pas qu'il y ait la place pour un deuxième. Donc après, il faut voir d'autres stockages, techniques de stockage différentes, en particulier le stockage chimique, le stockage électrochimique et le stockage naturel, la biomasse. Je parlerai essentiellement du stockage chimique, et Jean-Marie Jean-Marie Tarascon parlera du stockage électrochimique. Alors, quand on parle de stockage d'énergie, eh bien, en gros, c'est comment, avec ces énergies intermittentes, qui donnent massivement, c'est ce qu'a dit Jean-Marie Tarascon, massivement de l'énergie, hein, l'énergie solaire, c'est évident, et qui peut être transformée en électricité par des technologies qu'on maîtrise, c'est comment stocker cette énergie. Alors, il y a les batteries, il y a l'hydrogène, avec la conversion de l'eau, enfin la décomposition de l'eau en hydrogène et en oxygène. Et puis, il y a cette partie-là dont je vais vous parler, qui est de convertir les énergies renouvelables en molécules carbonées qui viennent du CO2. Et en fait, très simplement, vous voyez, si vous avez une échelle énergétique, le CO2 est une molécule qui est très très stable. D'ailleurs, c'est un des problèmes pour les chimistes, c'est comment transformer cette molécule. Mais si on arrive à la transformer en utilisant de l'énergie de l'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire, pour produire des molécules carbonées, en l'occurrence de la matière organique, des hydrocarbures par exemple, qui ont stocké cette énergie solaire sous forme d'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie qu'il y a dans les liaisons entre les atomes, eh bien, évidemment, c'est un processus de stockage. Alors, tout ça n'est intéressant que, évidemment, si, à partir de là, on peut redescendre, c'est-à-dire qu'on peut redonner l'énergie qui a été stockée dans les liaisons.
Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire ensuite, parce qu'avec cette énergie stockée, on peut produire de la chaleur, on peut produire de l'électricité, on peut utiliser même ces molécules pour faire de la synthèse organique. Donc on peut en effet récupérer cette énergie et boucler ce cycle vertueux où on part du CO2, on fait des molécules à forte densité énergétique, et même si on redonne du CO2 dans les processus de retour de l'énergie, eh bien, c'est le même CO2 qui nous a servi à produire des carburants, par exemple. Et donc, pour la chimie, voilà, le rêve, c'est de vivre sur une économie à CO2 et à eau, avec du soleil, et moyennant évidemment tout un tas de choses sur lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail, mais être capable d'utiliser ce carbone pour faire des composés organiques pour l'industrie. C'est toute l'industrie chimique qui est pour le moment dépend des énergies fossiles, hein, du pétrole, enfin, etc. Faire des carburants et faire, par exemple, des polymères, enfin, tout un tas de choses utiles. Et ce faisant, avec toutes ces transformations en molécules intéressantes, ce faisant, on stocke de l'énergie intermittente renouvelable. Voilà. Alors, je vais donc discuter de ces 3 points très rapidement. Le temps est court. Et je vais commencer par parler de la photosynthèse et du stockage d'énergie. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce rêve, dont je viens de vous montrer quelques illustrations, ce rêve, ce n'en est pas un, puisqu'il est en œuvre en permanence à la surface de la Terre. C'est grâce à la photosynthèse que tout un tas d'organismes dits photosynthétiques, comme les plantes, les microalgues, les cyanobactéries, transforment de l'énergie solaire en énergie chimique à travers cette conversion pour à peu près une centaine de térawatts de puissance. Il y a 100 000 térawatts de puissance solaire qui arrivent sur la Terre, par un mécanisme absolument formidable qui récupère le CO2 de l'atmosphère, effectivement, utilise de l'eau et les combine en utilisant de l'énergie solaire, parce qu'évidemment cette transformation est énergétiquement défavorable, pour produire tout un tas de molécules qui sont dans la biomasse, enfin que j'appelle biomasse. Et la biomasse, c'est tout un tas de molécules carbonées qui contiennent l'énergie solaire qui a conduit à leur synthèse. Et là, on retrouve ce schéma, c'est le schéma que font les organismes vivants. Ils prennent du CO2, ils stockent l'énergie sous forme de biomasse, c'est toute la matière organique du vivant, et ensuite utilisent cette énergie chimique, ici c'est une molécule de glucose par exemple, utilisent cette énergie chimique pour alimenter le système énergétique cellulaire, la vie, donc les carburants cellulaires pour tous les métabolismes cellulaires, pour toutes les biosynthèses, et bien sûr, c'est aussi ce cycle qui constitue un lien magique, d'une certaine façon, entre l'humanité et la nature, puisque, évidemment, cette biomasse est utilisée pour l'alimentation des animaux, des hommes, pour leur respiration. Voilà. Alors, une première façon de dire profitons de cette chimie de transformation du CO2 en matière organique, eh bien, c'est cette idée qui existe depuis maintenant longtemps. Est-ce qu'on peut profiter de ces molécules pour faire des biocarburants ? Et je ne parle pas des carburants de première génération, on en a déjà dit assez de mal, donc je vais directement aux biocarburants de deuxième génération. Donc il y a un engouement pour tirer des matériaux lignocellulosiques, c'est-à-dire en gros des plantes qui sont notamment dans ces parois cellulaires de plantes qui sont très très riches en tout un tas de polymères contenant des tas de sucres, donc des molécules très riches en énergie comme la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, etc. Et donc l'idée c'est de récupérer tous ces matériaux, évidemment de les décomposer, et ce n'est pas simple, donc là il y a aussi beaucoup de recherches pour récupérer les sucres, par exemple, qu'ensuite on fait fermenter, on fait de l'éthanol et on peut le mélanger à l'essence. De la même façon, on peut traiter ces matériaux-là
pour produire des hydrocarbures et les mélanger au gazole. Donc ça, c'est des choses qui marchent, mais qui restent encore à améliorer. De la même façon, les biocarburants de troisième génération, là, c'est d'utiliser des micro-organismes photosynthétiques comme les algues et les cyanobactéries. Ici, c'est par exemple des images un peu idéalisées de fermes à algues qui produiraient notamment des lipides pour faire des biodiesels. Et effectivement, ces molécules, ces organismes sont extrêmement efficaces dans la production de lipides. Vous voyez ici, par exemple, une microalgue colorée en rouge et qui crache des bulles d'huile. Qui donc sont facilement récupérables et qui peuvent être, ces huiles transformées en biodiesel. Là aussi, c'est comme la séquestration, on est encore très très loin du compte. On parle beaucoup de ça, mais en réalité, voilà, en 2009, quand je faisais des conférences sur le sujet, je citais les investissements de la compagnie Exxon aux États-Unis. Vous voyez, 600 millions de dollars pour développer des biocarburants à base d'algues. Voilà. Et en 2013, Exxon, la même compagnie, dit on a dépensé 100 millions de dollars, pas 600, hein, mais 100, et on est en train de changer notre recherche après 4 ans de travail qui a échoué à produire des résultats économiquement viables. Donc, vous voyez, même sur ces choses-là, il y a encore beaucoup de travail. Je vous invite à lire cet article de Hartmut Michel, qui est prix Nobel de chimie il y a quelques années, et qui parle du nonsense des biofuels, donc l'absurdité des biocarburants. C'est un peu provocatif, mais en gros, l'idée, c'est que les rendements sont tellement mauvais qu'on utilise une grande surface de la planète pour relativement peu de résultats. Évidemment, je force le trait, il y a un biais dans ce que je veux raconter. Je prends les États-Unis, évidemment le plus gros consommateur d'énergie, mais néanmoins, vous voyez, pour déplacer la consommation de pétrole par les États-Unis, voilà la partie des États-Unis qu'il faudrait couvrir de microalgues, de culture de microalgues. Donc, ce n'est pas du tout raisonnable. Alors, le CO2, c'est déjà quelque chose qu'on utilise. Donc, ce n'est pas une idée totalement nouvelle, hein. L'industrie a tout un tas de processus qui dépendent du CO2. Très rapidement, vous voyez, vous avez plusieurs centaines de milliers de produits chimiques qui sont produits par l'industrie. Et en fait, eh bien, les 4 précurseurs de cette industrie chimique, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, un peu de biomasse. Et donc l'idée, c'est est-ce que le CO2 ne pourrait pas être une source alternative de carbone? Juste très rapidement, vous voyez, aujourd'hui, c'est quand même très faible. Je pense qu'on pourrait augmenter ça, mais vous voyez, on citait les 30 gigatonnes par an de produits par l'humanité. Ici, l'industrie, elle consomme à l'échelle de la planète 150 millions de tonnes. Donc c'est 0,5% des émissions anthropogéniques, donc on est encore très très loin. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du réchauffement climatique. Néanmoins, c'est une source intéressante. Vous voyez un certain nombre de produits qui viennent du CO2, du méthanol, de l'urée, de l'acide acétique, enfin des carbonates, des polycarbonates, etc. Donc ça existe. Et je voudrais terminer en parlant des technologies émergentes. Je crois qu'il y a beaucoup de développement sur la transformation du CO2 en polymère. Ici, vous avez une courbe qui montre que les polymères, c'est particulièrement intéressant. Vous voyez les polycarbonates, les duromères, les résines, enfin, etc. Parce que vous stockez une quantité importante de CO2 et en même temps, ce sont des systèmes chimiques qui sont très stables. Et donc, ce stockage peut être long. Évidemment, à l'inverse, la chimie fine, c'est-à-dire l'utilisation du CO2 pour produire des petites molécules à haute valeur ajoutée, c'est aussi intéressant, bien sûr, mais vous voyez, on fixe moins de CO2 parce que ce sont des petites molécules et elles sont plus instables et donc voilà, le temps de fixation est un peu moins long. Donc ça, c'est la deuxième grande application. Je donnerai juste un exemple. Ensuite, il y a la transformation du CO2 en acide formique, en méthanol et peut-être un jour en méthane. Et vous voyez dans ce diagramme, ça vous dit, je suis un peu gêné par le drapeau là, mais ça vous dit que
la formation, la synthèse de polymères à partir du CO2, c'est déjà des technologies qui sont là. Il faut les améliorer, mais elles sont là. À l'inverse, vous voyez cet aspect-là, l'hydrogénation du CO2, c'est bien. Le chemin, voilà, ces flèches indiquent le chemin technologique. Là, il y a un petit chemin pour hydrogéner le CO2, mais par contre, pour tout ce qui est activation photochimique ou électrochimique du CO2, le chemin technologique est beaucoup plus long. Donc là aussi, ce sont des domaines qui sont prometteurs, mais sur lesquels il faut énormément de travailler, il faut de la recherche. Bon, ça c'est un exemple, je n'ai pas le temps d'en parler. Je voudrais, donc, pour terminer, citer ces derniers aspects. Hydrogénation du CO2, ça c'est les techniques de méthanation, ce sont des choses qui sont quand même importantes. Si on récupère le CO2, on peut mettre en place cette réaction qui est la conversion du CO2 par réaction avec l'hydrogène en méthane. Ce sont des réactions catalytiques et transformer du CO2 en méthane, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait intéressant. On peut citer aussi les réactions de méthanisation. Là, vous voyez, vous avez tout un tas de production de déchets agricoles, déchets municipaux, déchets des agro-industries. Et si vous êtes capable de récupérer ces déchets et de faire des processus de fermentation, digestion en aérobie, pour produire du biogaz, eh bien, vous avez des gaz qui contiennent du méthane et du dioxyde de carbone qui peuvent servir ensuite à la production d'électricité, à la production de chaleur, et à l'injection dans les réseaux de gaz naturel. Donc il y a beaucoup de développement dans ce sens-là. Enfin, la problématique que je vous ai dit la plus difficile, il s'avère que c'est celle qui m'intéresse au laboratoire sur lequel nous travaillons, c'est comment donc transformer cette énergie solaire, par exemple, à travers l'utilisation de panneaux photovoltaïques qui, dans un premier temps, alors Daniel Linco va nous en parler, transforme l'énergie solaire en énergie électrique et de l'envoyer dans un électrolyseur qui transforme le CO2 en molécules organiques. Cette électricité ici, bien sûr, vient donc des panneaux photovoltaïques. Et donc, il s'agit ici de développer des technologies électrochimiques pour cette transformation-là. Et notamment, une des clés, c'est d'avoir des catalyseurs et des électrodes qui sont à base de métaux peu chers et abondants. Ce sont des recherches qui sont là vraiment toutes nouvelles. Je prends un exemple, vous voyez, c'est Nature Communication en 2015. Michael Grätzel a fait par exemple une cellule à partir de photovoltaïque à base de perovskite, qui sont des matériaux très à la mode en ce moment, et il envoie ces électrons dans un électrolyseur. Le problème, c'est que les catalyseurs qu'il utilise, c'est de l'iridium et de l'or, et que là, ça marche, mais il faut aller vers d'autres choses. Je veux juste mentionner que nous travaillons au laboratoire sur des matériaux assez complexes à base de cuivre qui font cette transformation du CO2 en acide formique avec le rêve de construire des cellules photoélectrochimiques qui contiendront du CO2 et de l'eau et que nous éclairerons et qui produiront des hydrocarbures. Voilà. Je termine. Comme j'ai voulu vous le montrer, c'est un domaine tout à fait émergent. À la fois, ça existe et en même temps, il y a des tas de choses à faire et ça demande d'énormes investissements. Et dans la ligne de ce que notre cher administrateur a dit ce matin, j'ai regardé un petit peu en Allemagne sur ce projet-là CO2, il y a 100 millions d'euros qui ont été dépensés depuis 2009 sur le thème « Utilisation du CO2 pour la synthèse organique et la production de carburants synthétiques ». Le DOE, le Department of Energy aux États-Unis, c'est 100 millions de dollars en 2011. La Chine, sur ce sujet de recyclage du CO2 dans les industries du charbon, de l'acier, du ciment et du papier, c'est 4,7 milliards de dollars d'ici 2020. Et je ne connais aucun programme en France sur ce sujet-là. Et donc, je crois que là, il y a une source une matière à réfléchir pour l'investissement dans ce domaine. Voilà, merci.